Le 1er mars 2026 marque une nouvelle étape dans l'escalade militaire au Moyen-Orient. 72 heures après le lancement de l'opération militaire conjointe menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, la situation reste extrêmement instable et les objectifs politiques de l'offensive demeurent difficiles à interpréter. L'opération, baptisée Epic Fury, constitue la plus vaste action militaire coordonnée contre l'Iran depuis la guerre du Golfe au début des années 1990. Au troisième jour du conflit, les combats ont déjà provoqué des pertes importantes. Selon les informations disponibles, 3 militaires américains ont été tués lors de frappes iraniennes visant une base américaine au Koweït. 5 autres soldats ont été gravement blessés. Ces décès représentent les premières pertes américaines directes depuis le début de l'opération et marquent un tournant symbolique dans le conflit. Du côté iranien, les bilans font état de 201 morts, parmi lesquels 148 jeunes écolières, ainsi que l'élimination de 48 responsables iraniens. En Israël, 9 personnes ont également été tuées dans les attaques de représailles. Parallèlement, l'aviation israélienne a mené une troisième vague de frappes contre des objectifs situés à Téhéran, notamment dans le centre de la capitale iranienne, où des avions F-35 ont largué des bombes sur plusieurs infrastructures considérées comme liées au commandement militaire. Cette offensive intervient dans un contexte politique particulièrement incertain en Iran. Le guide suprême du pays est mort et la structure de commandement du régime a été profondément perturbée. Un conseil de transition iranien tente désormais d'assurer la direction politique. Selon plusieurs déclarations, ce conseil serait composé notamment du président Peshkian, du chef du pouvoir judiciaire Mohseni Haji et de l'ayatollah Harafi. Alors même que les combats se poursuivent, des signaux diplomatiques contradictoires émergent. Le président américain Donald Trump a affirmé que les nouveaux dirigeants iraniens souhaitaient ouvrir des discussions et qu'il avait accepté de dialoguer. Dans une interview accordée au magazine The Atlantic, il a déclaré que l'Iran avait attendu trop longtemps avant d'accepter des négociations. Cependant, dans une autre intervention médiatique sur la chaîne CNBC, le président américain a présenté une version différente de la situation. Il y a indiqué que l'opération militaire se déroulait en avance sur le calendrier et que les forces engagées atteignaient leurs objectifs plus rapidement que prévu. Ces déclarations ont été faites peu de temps avant l'annonce officielle de la mort des 3 soldats américains. Cette simultanéité entre opérations militaires intensives et ouverture de canaux diplomatiques crée une situation stratégique inhabituelle. Les bombardements se poursuivent alors même que des discussions seraient envisagées entre Washington et Téhéran. Dans le même temps, l'Iran poursuit ses frappes de représailles contre des positions américaines et contre des alliés des États-Unis dans la région. Les missiles iraniens ont notamment visé plusieurs installations militaires américaines et ont frappé des zones stratégiques dans le Golfe. L'aéroport de Dubaï a dû suspendre ses activités après plusieurs attaques, illustrant l'élargissement géographique du conflit. Le détroit d'Ormuz, passage maritime essentiel par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, est désormais considéré comme une zone de combat. Face à cette situation, les autorités iraniennes adoptent une stratégie double. D'un côté, le Conseil de transition laisse entendre qu'il serait prêt à discuter avec Washington. De l'autre, les gardiens de la révolution menacent de lancer ce qu'ils qualifient de l'offensive la plus dévastatrice de l'histoire si les frappes américaines et israéliennes se poursuivent. Cette dualité reflète les divisions internes au sein du pouvoir iranien. Le président Peshkian est généralement considéré comme une figure plus modérée, ayant participé par le passé à des négociations avec les États-Unis. Selon plusieurs observateurs, il serait conscient que l'économie iranienne ne pourrait pas supporter un conflit prolongé. A l'inverse, la direction militaire des gardiens de la Révolution conserve une large autonomie et continue d'orchestrer les représailles militaires. Dans ce contexte, la stratégie globale des États-Unis reste difficile à définir. Washington affirme que les frappes ont considérablement affaibli les capacités du régime iranien et que celui-ci serait désormais contraint de négocier. Pourtant, l'Iran poursuit ses attaques et multiplie les déclarations de représailles. Au niveau international, l'escalade suscite de fortes inquiétudes. Les marchés de l'énergie ont immédiatement réagi aux risques pesant sur la circulation maritime dans le Golfe. Le prix du pétrole Brent a atteint 115 $ le baril, soit une hausse de 28% en quelques jours. Plusieurs compagnies maritimes ont suspendu leur traversée dans la région et les assureurs ont fortement augmenté les primes pour les navires acceptant encore de passer par le détroit d'Ormuz. Ainsi, après seulement 3 jours d'opération, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'étend déjà bien au-delà du champ militaire.
Les pertes humaines augmentent, les tensions diplomatiques s'intensifient et les conséquences économiques commencent à se faire sentir sur les marchés mondiaux de l'énergie. Au cœur de cette crise, la stratégie militaire et politique apparaît marquée par des contradictions croissantes. Alors que les frappes aériennes se poursuivent, les autorités américaines évoquent simultanément la possibilité d'ouvrir des négociations avec les nouveaux dirigeants iraniens. Cette double dynamique, poursuite des opérations militaires et ouverture diplomatique, suscite des interrogables parmi les responsables politiques, les alliés des États-Unis et plusieurs observateurs internationaux. Selon les informations communiquées par le Pentagone, les opérations aériennes américaines et israéliennes ont visé des centres de commandement militaires, des infrastructures liées aux missiles balistiques, ainsi que des installations considérées comme stratégiques dans la capitale iranienne et dans plusieurs régions du pays. Les autorités américaines affirment que ces frappes ont fortement désorganisé la chaîne de commandement iranienne et réduit certaines capacités militaires du pays. Dans le même temps, la riposte iranienne se poursuit. Plusieurs centaines de missiles auraient été lancés contre des positions américaines et contre des alliés régionaux des États-Unis. Les autorités iraniennes ont également confirmé des frappes visant des installations militaires dans la région du Golfe. L'attaque contre une base américaine au Koweït, qui a coûté la vie à 3 soldats américains et blessé 5 autres militaires, constitue l'événement le plus marquant de cette phase du conflit. Peu après l'annonce de ces pertes, le président américain Donald Trump a publié un message sur la plateforme Truth Social, avertissant que toute nouvelle attaque iranienne entraînerait une riposte d'une ampleur sans précédent. Il a déclaré que l'Iran ne devait pas poursuivre ses représailles sous peine de subir une force jamais vue auparavant. Ces déclarations interviennent alors que l'administration américaine affirme simultanément que l'opération militaire progresse plus rapidement que prévu. Selon les propos du président américain lors d'une interview télévisée, les forces engagées atteindraient leurs objectifs en avance sur le calendrier. Les responsables américains n'ont toutefois pas précisé quels critères permettraient de mesurer concrètement le succès de l'opération. Cette situation soulève également des débats au sein du Congrès des États-Unis. Plusieurs élus estiment que les frappes constituent un acte de guerre qui n'a pas été autorisé formellement par le pouvoir législatif. Le représentant Thomas Massie a rappelé que la Constitution américaine confère au Congrès, et non au président, le pouvoir de déclarer la guerre. Selon lui, l'intervention militaire actuelle pourrait entrer en contradiction avec le War Powers Act, une loi qui limite la durée des opérations militaires menées sans autorisation parlementaire. Cette législation prévoit qu'une intervention ne peut se prolonger au-delà de 60 jours sans approbation explicite du Congrès. Plusieurs parlementaires, dont Thomas Massie et le représentant Ro Khanna, ont annoncé leur intention de déposer une résolution visant à obliger l'exécutif à obtenir un vote du Congrès sur la poursuite de l'opération militaire. Une telle initiative pourrait contraindre l'administration américaine à justifier officiellement sa stratégie et ses objectifs. Si un vote devait être organisé, 2 scénarios principaux sont envisagés. Le président pourrait choisir de poursuivre les opérations malgré une opposition du Congrès, ce qui ouvrirait une crise constitutionnelle majeure. A l'inverse, il pourrait être contraint de limiter ou d'interrompre les frappes, ce qui serait interprété par certains observateurs comme un revers stratégique pour Washington. La situation politique intérieure américaine complique également la gestion du conflit. Plusieurs sondages cités par des responsables politiques indiquent qu'une majorité d'Américains se montrent réticentes à l'idée d'un nouveau conflit prolongé au Moyen-Orient. Les expériences militaires en Irak, en Afghanistan et en Libye continuent d'influencer fortement l'opinion publique. Selon certaines estimations évoquées dans le débat politique, seule une minorité d'électeurs soutiendrait une guerre visant explicitement un changement de régime en Iran. Cette perspective alimente les critiques de ceux qui considèrent que l'administration n'a pas défini clairement ses objectifs. La question des objectifs militaires reste en effet centrale. Les autorités américaines ont successivement évoqué plusieurs buts. Empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires, réduire les capacités militaires du pays, pousser les dirigeants iraniens à négocier, ou encore favoriser une transformation politique du régime. Pour certains analystes, ces objectifs multiples peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres. Dans le même temps, la structure politique iranienne traverse une phase de transition. Le Conseil de transition actuellement en place tente de maintenir la stabilité institutionnelle tout en faisant face à une pression militaire intense. Le président Pezeshkian apparaît comme l'une des voies favorables à une ouverture diplomatique, notamment en raison des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté.
Cependant, la réponse militaire iranienne reste largement influencée par les gardiens de la révolution. Cette organisation, qui dispose d'une autonomie importante dans la conduite des opérations militaires, joue un rôle central dans la planification des frappes de représailles. Plusieurs responsables iraniens ont affirmé que ces attaques visaient à démontrer que l'Iran restait capable de répondre aux frappes étrangères. Dans ce contexte, les deux camps semblent maintenir simultanément des stratégies militaires et diplomatiques. Les discussions évoquées par Washington n'ont pour l'instant pas donné lieu à des négociations formelles connues. Parallèlement, les bombardements et les tirs de missiles se poursuivent, alimentant une escalade dont les conséquences restent incertaines pour l'ensemble de la région. Au-delà des opérations militaires directes, le conflit provoque désormais des répercussions économiques et diplomatiques à l'échelle internationale. L'un des points les plus sensibles concerne le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. Les autorités iraniennes ont annoncé que la zone était désormais ouverte aux opérations militaires, laissant entendre que la circulation maritime pourrait être interrompue à tout moment. Cette déclaration a immédiatement provoqué une réaction des acteurs du transport maritime. Plusieurs compagnies ont suspendu leur traversée dans la région. Le groupe maritime MK a annoncé la suspension de toutes ses liaisons trans-Suez et a confirmé l'arrêt de tous les passages de ses navires dans le détroit d'Ormuz. Parallèlement, au moins 3 pétroliers auraient été endommagés lors d'incidents liés au conflit. Les assureurs maritimes ont également réagi en augmentant fortement les primes exigées pour couvrir les navires acceptant de naviguer dans cette zone considérée comme une zone de guerre. Dans certains cas, les tarifs d'assurance auraient été multipliés par 3. Cette évolution a contribué à renforcer les tensions sur les marchés énergétiques. Le prix du pétrole Brent a atteint 115 $ le baril, soit une hausse d'environ 28% depuis le début des frappes militaires. Plusieurs analystes estiment que si les combats se prolongent au-delà des prochaines semaines, le prix du pétrole pourrait atteindre ou dépasser les 130 $ le baril. Une telle hausse aurait des conséquences directes sur les prix de l'énergie et sur l'inflation dans de nombreux pays. Aux États-Unis, certains économistes estiment qu'un pétrole durablement au-dessus de ce seuil pourrait entraîner une augmentation significative du prix de l'essence. Dans ce scénario, le prix moyen du gallon pourrait atteindre environ 6 $, ce qui alimenterait de nouvelles tensions économiques et politiques à l'intérieur du pays. La situation est également suivie avec inquiétude en Europe. Plusieurs économies européennes restent fragilisées par les perturbations énergétiques liées aux précédentes crises internationales. Une nouvelle flambée des prix du pétrole pourrait accentuer les difficultés économiques dans plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment dans les secteurs industriels fortement dépendants de l'énergie. Dans ce contexte, plusieurs pays alliés des États-Unis ont exprimé leurs préoccupations concernant l'escalade militaire. 7 membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ont publié une déclaration commune soulignant l'importance du respect de la souveraineté des États et exprimant leur inquiétude face à l'utilisation de la force contre l'Iran. Le texte souligne que l'escalade militaire pourrait compromettre la stabilité internationale. Au niveau des institutions internationales, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a également condamné l'intensification des opérations militaires. Dans une déclaration officielle, il a estimé que l'usage de la force risquait de compromettre la paix et la sécurité internationale et a appelé à une désescalade rapide. Plusieurs grandes puissances ont également réagi. La Russie a dénoncé ce qu'elle qualifie d'agression illégale et a affirmé soutenir le droit de l'Iran à se défendre. La Chine a exprimé des préoccupations similaires concernant les conséquences de l'escalade militaire et ses effets sur la stabilité régionale et sur l'économie mondiale. Dans les pays du Sud global, l'évolution de la situation est observée avec attention. Plusieurs gouvernements soulignent que l'intervention militaire a été lancée sans mandat international formel et mettent en garde contre les risques d'une extension du conflit. Par ailleurs, la justification de l'opération militaire reste un sujet de débat. Les autorités américaines affirment que les frappes visent à empêcher la reconstruction du programme nucléaire iranien. Toutefois, certains experts nucléaires cités dans le débat public expriment des doutes sur l'existence d'une menace immédiate. Selon ces spécialistes, la reconstruction complète d'un programme nucléaire militaire nécessiterait plusieurs années. Certains estiment donc que les frappes actuelles pourraient ne pas correspondre à une menace imminente confirmée par les inspections internationales. Pendant ce temps, les pertes humaines continuent de s'accumuler. 3 militaires américains ont été tués, 201 civils iraniens ont perdu la vie et 9 personnes ont été tuées en Israël.
Les autorités américaines ont indiqué que l'identité des soldats américains tués serait rendue publique dans les 24 heures suivant l'annonce officielle de leur décès. La poursuite des combats et l'absence d'objectifs clairement définis alimentent les interrogations sur l'évolution future du conflit. Les États-Unis continuent de mener des frappes tout en évoquant la possibilité de négociations. De son côté, l'Iran poursuit ses attaques de représailles tout en laissant entendre qu'un dialogue pourrait être envisagé. Dans ces conditions, les deux camps semblent confrontés à des contraintes politiques internes importantes. Les dirigeants américains doivent faire face aux critiques du Congrès et aux interrogations de l'opinion publique. En Iran, les responsables politiques doivent répondre à la pression des factions militaires qui exigent des représailles face aux frappes étrangères. Cette combinaison de pression politique, de risques économiques et d'escalade militaire crée une situation particulièrement incertaine. À ce stade, aucune solution diplomatique concrète n'a été annoncée, tandis que les opérations militaires se poursuivent et que les conséquences du conflit s'étendent progressivement à l'économie mondiale et aux relations internationales. Pour suivre l'évolution de cette crise internationale et les développements à venir, abonnez-vous à notre chaîne d'information.